Quand on s'intéresse à la guerre de 7 ans, et particulièrement au conflit qui s'est déroulé en Amérique du Nord, on ne peut que remarquer et constater une chose très nette. Toutes les tribus amérindiennes, à l'exception des Iroquois, mais les Iroquois, je vais revenir sur leur cas, sont alliés aux Français contre les Anglais. Une curiosité qui est loin d'être un mystère quand on s'intéresse à la colonisation française, à la colonisation anglaise et surtout aux relations entre les Français et les autochtones à milieu du traitement infligé à ces derniers par les Britanniques. C'est une autre histoire. L'histoire de la colonisation française en Amérique du Nord, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, commence sous François Ier, donc je vous fais un vague résumé. François Ier, il avait la volonté de découvrir la route des Indes. Il a soutenu les voyages de découverte de Verrazzano, de Jacques Cartier en 534. 534, c'est vraiment cette date qu'il faut retenir, c'est la création véritable de la Nouvelle-France. Au départ, ça a commencé doucement, même si ça n'a pas énormément évolué par la suite, comme on a pu le voir dans les colonies anglaises. Au départ, c'était des marins français qui venaient pour la cueillette, c'est-à-dire la pêche de poissons et de baleines, et aussi pour le troc, avec le très juteux commerce des fourrures avec les Amérindiens. Et c'est là que les liens entre les Français et les Amérindiens ont commencé autour du commerce des fourrures. C'est Samuel de Champlain qui, le premier, va établir une sorte de code, de normes pour les relations entre les Français et les Amérindiens. Il fonde la ville de Québec en 1608. Samuel de Champlain a vécu dans les colonies espagnoles en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et il a pu constater les mauvais traitements infligés par les conquistadors aux Sud-Américains et leurs conséquences. Il va donc partir sur l'idée que la voie de la bonne entente et des alliances est plus fructueuse que celle du joug et de la soumission. C'est ainsi que va se mettre en place une sorte d'alliance interculturelle entre les Français et les Amérindiens, où chacun finalement y avait son compte. À partir du début du XVIIe siècle, eh bien, on peut observer cette alliance qui se met en place. Les Français respectent les coutumes amérindiennes, ils fument le calumet avec les Amérindiens, ils scellent les premières alliances, ils respectent leurs cérémonies auxquelles ils assistent. Ben voilà, tout se passe bien. De leur côté, les Amérindiens vont accepter formellement que les Français occupent leurs terres, ils ne sont pas dépossédés de leurs terres, mais ils vont accepter que les Français s'installent sur ces terres-là, en échange de quoi? Eh bien, il y a déjà le commerce des fourrures qui profite à tous, mais il y a aussi une alliance qui est scellée entre les Français et la majorité des tribus de la région contre leurs ennemis, les Iroquois. Preuve des bonnes intentions françaises, Henri IV va confier à ses représentants en Nouvelle-France la responsabilité, je cite, d'entretenir, garder et soigneusement observer les traités et alliances qu'ils conviendront avec les peuples autochtones. Donc déjà à l'époque, on peut déjà observer une sorte de teinte humaniste, on peut dire, même si aujourd'hui ce mot a été totalement galvaudé, une teinte respectueuse, humaniste des Français envers les autochtones dans leur processus de colonisation. Et ensuite, eh bien, les Français vont bâtir des forts et ils vont s'étendre. S'étendre comment? Pas par la conquête militaire, mais grâce aux aventuriers et à ce qu'on appelait à l'époque les coureurs des bois. Donc les coureurs des bois, ce sont une sorte d'aventuriers qui parcouraient les fleuves, les chemins pour essayer d'établir des contacts avec des autres tribus, découvrir de nouvelles terres et sceller de nouvelles alliances. Au final, l'Empire français en Amérique du Nord va comprendre l'Acadie, le Canada, avec les gouvernements de Québec, des Trois-Rivières et de Montréal, et va s'étendre jusqu'au sud avec la Louisiane. Et tout cela s'est fait quasiment sans conquête brutale, sans violence exagérée. En gros, le Canada français, enfin l'Amérique du Nord française, c'était à l'époque une sorte de havre de paix. Toute cette démarche va trouver son apogée, si vous voulez, en 1701, lorsque la Grande Paix de Montréal, ce qu'on appelle la Grande Paix de Montréal, est signée entre la France et les tribus amérindiennes. Et grâce à cette Grande Paix, le roi de France se fait le médiateur, le conciliateur des tribus amérindiennes. C'est ainsi que s'est créée progressivement une sorte d'Amérique franco-amérindienne et ces alliances pour les Français permettaient un contrôle relatif des territoires, mais surtout de protéger les routes du commerce des fourrures.
même si pour ce qui est de la colonisation à proprement parler, eh bien il y avait un sérieux déficit de colons. Mais on va dire pourquoi juste après. Parce que là justement on va parler de la différence entre la colonisation française et la colonisation britannique. Et surtout la différence du rapport entre les Français et les autochtones, et entre les Anglais et les autochtones. Et là, c'est pas du tout la même histoire. D'un côté, il y avait les Français qui respectaient la fierté des Indiens, leurs traditions, leurs coutumes. Bien sûr, il y avait des jésuites, il y avait des missionnaires pour les convertir, mais les Français assistaient aux cérémonies et respectaient les traditions des autochtones, et surtout respectaient leurs terres. Et de l'autre, eh ben, il y avait les Anglais qui rapidement ont considéré les Amérindiens comme nuisibles et les ont progressivement combattus, repoussés, toujours plus à l'ouest du Mississippi. Et évidemment, ceux qui n'étaient pas d'accord, ils n'avaient pas trop le choix, sinon ils étaient massacrés. Au regard de l'histoire, on peut constater que les colonisateurs anglais, puis américains ensuite, ont systématiquement recherché à déposséder les Amérindiens de leurs terres, et tout ça s'est fait très progressivement, mais dans la violence. Et tout ça, ça va vite poser problème aux Anglais, puisque vous pouvez le voir sur cette carte. Au bout d'un moment, eh bien, on avait 70 000 Français canadiens avec leurs alliés indiens qui défiaient 1,5 million de colons anglais soutenus par l'armée britannique et les coinçaient littéralement entre les Appalaches et la mer. Donc vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, cette situation ne pouvait pas durer. Et c'est là qu'on arrive progressivement à la guerre de 7 ans qui va sceller le sort de l'Amérique du Nord. Déjà en 1713, la France va céder l'Acadie à l'Angleterre avec le traité d'Utrecht. Et quelques décennies plus tard, en 1755, eh bien, va se produire ce qu'on appelle la déportation des Acadiens, c'est-à-dire qu'entre 8 et 10 000 Acadiens vont être expulsés d'Acadie sous les ordres des Anglais, dans des conditions évidemment tragiques, puisque l'Angleterre va profiter ensuite, il va y avoir la déportation, certes, dans des conditions tragiques, mais l'Angleterre va profiter ensuite de sa mainmise sur l'Acadie pour faire progresser ses troupes vers le cœur de la Nouvelle-France, vers la vallée du Saint-Laurent, et là, on va droit au clash. Lorsque la guerre de 7 ans éclate, c'est une guerre qui est mondiale, ça se passe en Inde, ça se passe en Europe, ça se passe en Amérique du Nord, et bien là on retrouve les Français et les Anglais opposés en Amérique du Nord, et là il y a un certain déséquilibre, parce que les colons britanniques étaient en plus grand nombre. Alors on pourrait l'expliquer de diverses raisons. Moi ma théorie, toute personnelle, c'est que les Anglais, ils ont un pays pas très enviable, et donc ils se barrent, parce que dans leur pays, c'est la misère, il pleut, c'est moche, il n'y a pas de débouchés, alors beaucoup de colons anglais sont partis en Amérique du Nord. Mais en France, heureux comme Dieu en France, comme on dit, eh bien c'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que tous les rois vont avoir beaucoup de mal à envoyer des colons peupler l'Amérique du Nord. Enfin bref, on se retrouve avec un déséquilibre démographique, et un déséquilibre de moyens aussi, puisque la France consacrait moins de moyens à la Nouvelle-France que les Anglais à leur colonie. Mais bref, d'un côté, on a les Français qui ont avec eux toutes les tribus amérindiennes. Toutes, à l'exception des Iroquois. Parce que les Anglais, de leur côté, ils ont les Iroquois comme alliés, et les Iroquois, c'était un peu des malades mentaux, quoi. Ils torturaient leurs prisonniers, pour vous dire, ils leur arrachaient les ongles avant de les brûler vifs à petit feu. Ils les molestaient à coups de bâton jusqu'à ce que mort s'en suive. Et aussi, les guerriers avaient pour habitude de manger les organes des vaincus. Voilà, en gros, c'est le profil idéal d'un allié de l'Angleterre, quoi. Tout ça nous rappelle une chose aussi, c'est que nous, de notre côté, on appelle ça la guerre de 7 ans, avec, là, c'était le théâtre nord-américain, mais de leur côté, les Américains, ils appellent ça French and Indian War, la guerre contre les Français et les Indiens. C'est pas du tout la même vision. Bref, vous connaissez la suite de la guerre de 7 ans. Les Français étaient trop peu nombreux, moins bien équipés. Et surtout, c'est le problème démographique, malgré leurs alliances avec les tribus indiennes. Au bout d'un moment, ils se sont retrouvés en difficulté, incapables d'approvisionner et d'assister les Amérindiens dans leur lutte contre les Iroquois et contre les Anglais. Donc l'alliance va commencer à s'effriter à ce moment-là. En plus, les Anglais, de leur côté, ils vont garantir aux Indiens qu'ils vont les protéger, qu'ils vont préserver leurs droits. Et donc, bref, vous connaissez l'issue de cette guerre de 7 ans. Il y a la défaite des plaines d'Abraham en septembre 1759, et ensuite, en 1760, il y a la chute de Québec, puis de Montréal, et enfin,
le traité de Paris en 1763, où la France cède à l'Angleterre la Nouvelle-France. Quelques arpents de neige, dira Voltaire. Et là, à compter de ce moment, pour les Amérindiens, ça va plus du tout être la même histoire. Cette fois, c'est plus les Français qui les gouvernent, entre guillemets, c'est les Anglais. Et là, c'est autre chose. Ils vont être en permanence contraints de lutter pour faire valoir leurs droits, leurs coutumes, leurs traditions, leur religion, qui ne sera absolument pas respectée par les Anglais. Et puis ensuite, après l'indépendance des États-Unis, vous connaissez le sort des Amérindiens, des Indiens d'Amérique. Le gouvernement des États-Unis va rapidement se mettre en tête qu'il a une destinée manifeste, c'est-à-dire la destinée de s'étendre sur tout le continent. Et donc progressivement, ils vont franchir les Appalaches, ils vont s'étendre à l'ouest en repoussant systématiquement les Amérindiens, en les parquant dans des réserves, en signant des traités, puis en ne les respectant pas, en les massacrant, etc., etc. Vous connaissez la suite. Cette expansion des États-Unis va inquiéter les Anglais, qui pour leur part vont se replier sur le Canada. Et d'ailleurs, le Canada, comme dominion de l'Empire britannique, va naître en 1867. Et inutile de vous dire que ce Canada s'est construit sans les peuples autochtones dont les droits, la langue, les traditions vont être bafoués, ils vont être parqués dans des réserves et l'histoire va recommencer. Conclusion de tout ça, eh bien pour conclure, je vais citer l'historien américain Francis Parkman. Je pense que c'est la citation qui vient clore le mieux cet épisode. Je cite: « La civilisation hispanique a écrasé l'Indien, la civilisation anglaise l'a méprisé et négligé, la civilisation française l'a adopté et à veiller sur lui. » Et ça, on pourra le constater pour la colonisation ultérieure, d'ailleurs en Afrique. Il valait mieux être colonisé par des Français que par des Anglais ou par des Allemands. Merci de votre attention et j'espère que cet épisode vous a intéressé. Je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Liberté pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. À bientôt.